Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 8 avril, c'est la 4e semaine de confinement et c'est le 16e numéro de notre émission en quotidien à l'air libre. À mes côtés aujourd'hui, le valeureux Mathieu Magnodex. Comment vas-tu Mathieu et quel plateau nous proposes-tu pour la deuxième partie de l'émission? Ça va bien, merci. Dans le deuxième plateau d'Aller Libre, on va parler des travailleuses du sexe déjà précarisées, victimes de violences en temps normal et particulièrement vulnérables en ces temps d'épidémie qui ont de demandes très précises d'aide et de soutien pour le gouvernement, demandes refusées à ce stade, on va en parler. Très bien. Alors pour ma part, dans la première partie, je recevrai 3 invités pour discuter de la question de l'Union européenne. Est-ce qu'elle est capable de générer de la solidarité en son sein entre ses États membres? On va en parler avec notre correspondante au Portugal qui a un peu tapé du poing sur la table. C'est Patricia Neves et puis 2 autres économistes, David Kaila et Chahine Vallée. On aura une minute détente musicale avec Blik Bassi, un chanteur camerounais qui a sorti le très bel album 1958 l'an dernier. Il nous propose une chanson de cet album dans l'émission et puis on pourra retrouver sur les réseaux sociaux sa vidéo en entier pour les auditeurs de Mediapart. Et puis enfin, à la toute fin de l'émission, on retrouvera Usul et Cotentin dans le célèbre rendez-vous des confinautes. Je rappelle les 2 adresses où vous pouvez nous écrire. al'airlibre@mediapart.fr, ça c'est pour votre témoignage qu'on peut utiliser dans cette émission. Et puis l'autre adresse à retenir, c'est covid@mediapart.fr. Et cette adresse, elle est dédiée aux informations ou aux documents d'intérêt général qui pourraient nous intéresser pour nos enquêtes. Première partie de notre émission à l'air libre, donc, à quoi sert l'Union européenne? Surtout, à quoi sert-elle pour ses États membres les plus en difficulté? On pense bien sûr à l'Italie avec déjà plus de 17 000 victimes du Covid et une situation financière qui s'annonce catastrophique. On pense également à l'Espagne qui sort d'une décennie d'austérité déjà et qui compte pour sa part plus de 12 000 victimes. On enregistre cette émission dans un double contexte, dans une double actualité. Tout d'abord, ce matin, nous avons appris la démission du patron du Conseil européen de la recherche, qui espérait coordonner les politiques scientifiques et sanitaires des États membres contre le Covid. Il a jeté l'éponge au bout de 3 mois en expliquant avoir perdu la foi dans le système. C'est une citation de la lettre qu'il a écrite pour expliquer sa démission. On enregistre d'autre part cette émission au lendemain d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro, c'est ce qu'on appelle l'Eurogroupe. Et je signale à ce propos le parti pris de Ludovic Lamand dans Mediapart qui se désole que ces délibérations de cet organisme semi-officiel restent opaques et devraient au contraire être publiques. Cette réunion de l'Eurogroupe, elle a duré 16 heures sans que ses protagonistes ne parviennent à un accord. Elle recommence demain et l'enjeu pour les ministres, c'est de parvenir à un deal qu'ils puissent présenter aux chefs d'État et de gouvernement qui seront les décisionnaires en dernier ressort. Alors on va parler de cette difficulté à aboutir à une solidarité intra-européenne avec nos invités économistes, Chahine Vallée, qui est actuellement chercheur au Conseil allemand des relations étrangères. Bonjour Chahine. Bonjour. Et également David Kaila, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Bonjour David. Bonjour. Alors, auparavant, on va aller direction le Portugal, mais via Paris quand même, avec Patricia Neves. Bonjour Patricia. Bonjour Fabien. Voilà, donc toi tu es écrit sur le Portugal pour nous, mais présentement tu es confiné à Paris et tu as publié un papier sur Mediapart qui raconte la prise en charge de la crise sanitaire au Portugal. À ce stade, on compte environ 400 victimes pour un pays du Sud qui a fortement souffert de la crise de 2008 lui aussi. Donc c'est vrai que comparé à l'Italie et à l'Espagne, ce sont des bons chiffres entre guillemets, même si l'épidémie y est arrivée plus tard. Comment on explique ces bons chiffres et je te pose la question parce qu'on a entendu des raisons parfois un peu farfelues, comme s'il y avait une sorte de gêne des Portugais qui ferait qu'ils respecteraient mieux les consignes sanitaires qu'ailleurs.
Oui, alors parmi les raisons à cette réalité, au fait que le Portugal ait été relativement épargné, on a cité sa situation géographique, le fait qu'il y ait une seule frontière terrestre et donc ça a pu ralentir la propagation. On parle moins d'un facteur chance qu'il y ait le fait que le premier cas de contamination soit apparu le 2 mars, donc un peu plus d'un mois après la France notamment, et ce qui a laissé du temps au gouvernement portugais pour essayer de mettre en place la réponse du Portugal. Et parmi cette réponse, la plus grande inquiétude, je pense, c'était le système de santé portugais. Hein, tu faisais référence à la crise de 2008. L'état d'esprit au Portugal, ça n'était pas comme peut-être en France. Nous sommes une grande puissance et nous avons l'un des meilleurs systèmes de santé. C'était pas du tout ça. L'état d'esprit, c'est en raison de la crise financière de 2008, il y a eu des coupes énormes qui ont été faites dans les services publics. À l'hôpital, par exemple, on parle de 1,3 milliard de coupes dans le budget du système de santé portugais au moment de l'austérité. Donc, il y a cet état d'esprit-là. Et on a aussi parlé donc d'une supposée docilité des Portugais qui auraient respecté mieux le confinement. Alors globalement, ça a été respecté bien sûr. Après, ce serait complètement faux de dire que les Portugais auraient obéi de manière aveugle. D'ailleurs, la une d'un des principaux quotidiens ce matin portugais, la une du Diário de Notícias, c'était des histoires de désobéissance. Et donc, des faits divers, par exemple, qui faisaient état d'un barbecue qui aurait regroupé 30 personnes et qui aurait nécessité l'intervention des gendarmes. Il y a eu aussi récemment une histoire qui racontait comment une émigrée portugaise en France était revenue au Portugal pour un baptême et ça avait conduit au confinement de plus d'une centaine de personnes. Donc non, les Portugais ne sont pas plus obéissants. Ils ont eu un peu plus de chance que leurs voisins espagnols et italiens parce que ça arrivait plus tard, ça leur a laissé plus de temps pour se préparer. Et aussi, particularité peut-être au Portugal, le président qui est extrêmement populaire. Pour vous donner une idée, c'est en 2019, en juillet 2019, il avait plus de 90% d'opinion favorable, hein, et le Portugal n'est pas une dictature, donc il est extrêmement apprécié. Et lui s'est mis en quarantaine très tôt parce qu'il a eu une opération récente qui faisait qu'il était parmi les personnes à risque. Donc lui, autour du 8 mars, s'est confiné et a donné un peu l'exemple pour le reste de la population. L'état d'urgence, c'est le 18 mars. Donc quelques jours après... On va parler de l'enjeu de la solidarité européenne, mais ce détour par le Portugal est intéressant parce qu'il y a eu des mesures de solidarité interne qui ont été prises et qui jurent parfois avec les politiques ordinaires en Europe. On l'a dit notamment à propos des immigrés et des demandeurs d'asile. Au fond, ils ont été régularisés alors temporairement, mais en tout cas, pour des raisons que tu vas nous expliquer, il y a eu cette mesure de régularisation temporaire qui s'articule avec d'autres mesures sociales et ça, c'est assez subversif en Europe. Oui, alors la décision a été prise le 28 mars et donc ça consiste à accorder temporairement, donc jusqu'au 30 juin, une autorisation, donc un titre de séjour pour tous les demandeurs qui se sont enregistrés au Portugal avant le 18 mars, en sachant que ces demandes ont été beaucoup facilitées ces derniers temps, justement du fait de cette politique un peu pro-immigration de la gauche portugaise. Et il y a peu de sans-papiers au Portugal parce que les gens peuvent s'enregistrer plus facilement. Et donc, le but, c'était effectivement de les protéger
du virus et aussi de leur permettre d'avoir accès à l'ensemble de mesures prises pour le reste de la population, c'est-à-dire le chômage partiel, le fait qu'il y ait des facilités de paiement pour les loyers, pour les impôts, le fait aussi que les allocations soient prolongées pour ceux qui n'allaient plus avoir le droit à ces prestations sociales. Dans un peu l'enchaînement des faits au Portugal, il y a eu plusieurs nouvelles qui ont pu amener à cette prise de conscience au Portugal. C'est le fait qu'il y a un groupe de Népalais dans le sud, donc qui travaillent dans le secteur des saisonniers, dans l'agriculture, qui a été atteint, ce groupe, par le virus et qui a été placé en quarantaine. Et donc, il y a peut-être eu une prise de conscience de cette population à risque et une volonté de les protéger. Après, on peut aussi le voir comme un intérêt simplement économique, c'est-à-dire que le Portugal, comme d'autres pays, a besoin de main-d'œuvre, notamment parce que plus qu'ailleurs, sa population est vieillissante. Enfin, c'est ce que je dis dans le papier. On estime que d'ici à 2050, la population des 20-64 ans en âge de travailler va y reculer de 30%, et le taux de natalité est trop faible, même s'il est meilleur aujourd'hui que dans les années précédentes. Ce taux de natalité est quand même trop faible pour remettre le solde migratoire, en tout cas le rendre positif. Et on peut se dire, oui, c'est simplement un intérêt économique. Mais il y a d'autres pays qui ont besoin de main-d'œuvre, notamment dans le secteur du BTP en France, comme d'autres pays, qui n'ont pas accordé ces titres de séjour temporaires. Alors oui, c'est temporaire. Oui, il y a un intérêt purement politique, mais le Portugal, à ma connaissance, est le seul pays à l'avoir fait, et ça, c'est une mesure qui est complètement consensuelle. Ça a pu faire couler de l'encre, mais étonnamment, au Portugal, il y a un consensus autour de cette nécessité de protéger les personnes qui étaient en attente de titre de séjour. Alors, Patricia, si on parle du Portugal avec toi, c'est pas seulement parce que le pays se distingue dans sa gestion de la crise sanitaire, c'est aussi parce que son Premier ministre, António Costa, a eu des mots très forts sur la question qui va nous occuper pendant le reste de cette séquence, la question de la solidarité européenne face au coronavirus. On va l'écouter en conférence de presse la semaine dernière. Il s'en prenait au ministre des Finances néerlandais, qui lui-même s'était interrogé sur la réalité des moyens espagnols, ou en tout cas les faibles moyens espagnols, mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. On regarde. Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. E é boa altura de compreenderem todos que não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia. Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia, que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras. Une réponse commune, dit-il, il y en a d'autres qui réclament cela. En quelques mots, quel rôle joue-t-il avec d'autres chefs de gouvernement au niveau européen, là, dans les débats qu'il y a en ce moment sur le soutien financier aux pays qui sont touchés par le coronavirus? Le rôle pour António Costa, c'est quand même, il faut le dire, une prise de parole assez nouvelle jusqu'à présent. En raison de la crise financière, la voix portugaise était plutôt une voix
qui allaient dans le groupe qu'on a appelé les PIG, de manière un peu dépréciative, ceux qui étaient sous assistance financière, et donc qui n'avaient pas forcément un espace de parole. Là, Antonio Costa, il fait ce discours alors qu'il vient d'être réélu largement cet automne, avec un peu plus de 36% des voix. Il n'a pas la majorité, mais il est en force. Il présente, il a pour lui ce bilan économique qui est certes imparfait, mais qui est quand même très positif, avec une politique de redistribution des richesses envers notamment les plus démunis dans les secteurs publics. Donc il est au niveau national en position un peu de force, et il est un peu regardé comme, par la gauche européenne, comme un peu un exemple imparfait, certes. Encore une fois, c'est pas du tout. On a beaucoup parlé de miracle. C'est pas un miracle. Il y a eu des choses positives qui ont été faites, et tout ça, c'est Antonio Costa qui a porté ces réformes qui ont aidé les Portugais à tourner un peu la page de l'austérité. David, vous avez beaucoup suivi la crise de la zone euro, et on a l'impression, comme vient de le dire Patricia, qu'on voit se rejouer les lignes de fracture de la zone euro à propos du coronavirus. Comment est-ce que vous expliquez cette quasi-symétrie d'une crise à l'autre, alors qu'il s'est quand même passé 10 ans entre-temps? C'est très étrange, parce qu'effectivement, la crise de l'euro, c'est une crise asymétrique, mais qui avait des causes bien profondes dans la désindustrialisation des pays périphériques. Ici, on a les mêmes pays touchés, enfin, pas la Grèce qui est un peu pour l'instant épargnée, mais on a l'Italie et l'Espagne qui sont touchés frontalement, et qui étaient déjà des pays qui étaient en crise à cette époque et ont dû demander l'assistance européenne. Et donc, on a un effet de répétition, avec en même temps les mêmes pays qui demandent une assistance, et puis les mêmes pays qui vont refuser, ou en tout cas, c'est un peu l'enjeu du débat actuellement, de demander des conditions strictes, c'est-à-dire des mises sous tutelle, ce que évidemment l'Italie absolument refuse, et l'Espagne également. Donc là, la question, c'est de savoir comment, à l'échelle européenne, on va pouvoir trouver des instruments pour organiser une solidarité européenne, alors même que les pays ne sont pas touchés de la même façon. C'est bien le problème. Shahin Vallée, vous qui avez travaillé déjà dans la machinerie bruxelloise, qu'est-ce qui s'est joué hier dans l'Eurogroupe que j'évoquais au début de cette séquence, un Eurogroupe qui va continuer demain, où se retrouvent précisément à la fois ces pays qui sont en demande d'instruments forts de solidarité, et puis d'autres pays, on cite beaucoup l'Allemagne, mais on cite beaucoup surtout les Pays-Bas, avec quelques autres, qui sont eux très réticents à des instruments généreux, j'allais dire, de solidarité. Shahin. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire David, parce que je pense qu'en effet, la crise de la zone euro teinte aujourd'hui de manière très profonde la manière dont on approche la question de la solidarité en Europe. En réalité, on a laissé s'installer, avec la réponse européenne à la crise de la zone euro, que prêter à un État membre en difficulté contre de la conditionnalité était une forme de solidarité. On a laissé installer ce message. Et donc aujourd'hui, alors que la nature de la crise est tout à fait différente et qu'elle appellerait à des outils symétriques, c'est-à-dire des outils communs qui permettraient de s'endetter ensemble, de créer un budget commun et de répondre ensemble, on est en train de répéter le schéma, ou en tout cas certains essayent de répéter le schéma qu'on a pu proposer lors de la crise de la zone euro, qui est d'avoir une réponse à la crise asymétrique qui consisterait juste à permettre aux finances publiques d'un État membre fragilisé de faire face au choc en lui prêtant de l'argent de manière temporaire et conditionnelle. Et donc je pense qu'il y a une vraie tension là au sein de l'Eurogroupe, avec deux lectures différentes de ce que constitue la solidarité européenne. Pour une partie de l'Europe, la solidarité, c'est juste prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin de manière transitoire et en échange de conditions. Et pour d'autres, la solidarité, non, c'est créer des outils communs pour mener des politiques communes. Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai désaccord de fond sur ce qui constitue la solidarité européenne. Et je pense que ce désaccord trouve aussi sa source dans le fait qu'on n'a pas encore aujourd'hui de réponse sanitaire et encore moins de réponse économique commune. On se retrouve un peu par défaut dans une réponse sanitaire commune parce qu'on a tous fini par accepter le confinement, mais on n'est pas arrivé dans ce confinement par choix, et on se retrouve à discuter d'une stratégie de sortie de manière entièrement non coordonnée. Et donc, tant qu'on n'a pas de stratégie sanitaire commune
il est peu probable qu'on ait une stratégie économique commune et donc peu probable qu'on arrive à développer les outils communs pour répondre à ces stratégies. Ouais. D'ailleurs, cette absence de stratégie commune renvoie à la démission que j'évoquais de ce patron du Conseil européen de la recherche qui se désolait en fait de la façon dont fonctionnaient les institutions européennes en ce qui concernait la science et les politiques sanitaires. Je vous redonne la parole, Chahine, sur une dimension peut-être importante, c'est-à-dire qu'on a évoqué le fait que l'Europe était divisée, notamment entre les pays du Sud qui vont être les plus exposés, pas seulement sanitairement, mais aussi économiquement, financièrement, et certains pays du Nord qui sont très réticents à la solidarité. Or, il y a peut-être une nouveauté, combien de temps elle va durer, on ne sait pas, mais c'est que la France, visiblement, en tout cas dans la première demande, qui est la première proposition qui a été faite pour les fameux Corona Bonds, hein, ces titres de dette mutualisés, la France a été plutôt du côté des pays du Sud, là où auparavant elle était plutôt alignée sur l'Allemagne. Est-ce que vous y voyez quelque chose d'un peu nouveau? Oui, il y a un fait assez nouveau avec cette lettre des 9 premiers ministres et chefs d'État qui a été envoyée au président du Conseil européen la semaine dernière et qui a été en grande partie dirigée par l'Italie et par la France. Il y a un fait nouveau qui est que la France semble comprendre que l'exclusive franco-allemande a des limites en matière de construction européenne. Et donc ça, c'est un fait assez nouveau. Est-ce qu'on poussera cette logique à son terme et on acceptera d'utiliser cette coalition de 9 pays pour éventuellement mettre en minorité les pays du Nord qui sont rétifs à l'idée d'une solidarité européenne plus grande, ou est-ce qu'il s'agissait juste d'un coup d'éclat et d'un coup de communication? C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Je pense que la vraie question qu'il va falloir se poser, notamment après ce qu'on a vu hier soir à l'Eurogroupe et la réticence très profonde, non seulement des Pays-Bas, mais aussi derrière eux de l'Autriche, de la Finlande et de manière plus discrète de l'Allemagne, c'est de se poser la question si il est possible d'avancer en matière de solidarité européenne avec une coalition d'États membres, avec une avant-garde qui serait prête à créer les outils pour mettre en œuvre cette solidarité. Je pense que c'est ça le nœud de la question aujourd'hui. Ouais, sur cette idée d'avant-garde, j'en profite pour renvoyer au billet que vous avez signé dans le club de Mediapart, hein, dans les blogs en accès libre. On le voit s'afficher à l'écran. Je me tourne vers David Kayla pour revenir sur cette idée de Corona Bonds, parce que effectivement, si je résume un peu les choses, c'est très technique, hein, mais en gros, le désaccord se fixe sur les conditionnalités qu'il pourrait y avoir à une aide avec les outils qui sont déjà plus ou moins existants, alors que ces fameux Corona Bonds, ça n'existe pas encore, hein, c'est bien tout l'enjeu du débat et de l'attention, et qui sont présentés comme effectivement une dette commune qui permet de soutenir les pays du Sud qui sont en première ligne. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition des Corona Bonds? Est-ce qu'elle vous semble à vous adaptée, hein? Chahine la défend, hein, c'est dans son billet auquel je viens de renvoyer, mais vous, quelle lecture vous avez de cette proposition? Moi, je suis un peu sceptique. D'abord, c'est pas une proposition nouvelle, puisqu'on en parlait dès 2011, hein, on parlait des eurobonds pour résoudre la crise. Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que ces emprunts vont se faire à l'échelle fédérale, à l'échelle européenne, hein, c'est comme ça que le citoyen pense, c'est-à-dire on va faire de l'Europe un pays en fait qui va emprunter pour le compte des autres pays. Sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça, pour deux raisons. D'abord parce que le budget européen est très faible, hein, 1% du PIB de l'Union européenne, et puis parce que l'Europe, telle qu'elle fonctionne, n'a pas le pouvoir d'emprunter, puisqu'elle n'a pas de fiscalité et donc de ressources. Donc, elle ne peut pas s'appuyer sur des ressources pour garantir les emprunts qu'elle ferait. Donc les eurobonds ne peuvent fonctionner que d'une seule manière, par l'intermédiaire des États nationaux, c'est-à-dire des États nationaux qui se porteraient garants. Et ça, en fait, c'est le MES, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité. Il faut traduire. Ouais. Voilà, c'est le mécanisme européen de stabilité qui a emprunté pour prêter aux pays du Sud, notamment à la Grèce, pendant la crise de l'euro. Donc, en réalité, il s'agit forcément d'emprunts qui se feront par les États. Et d'où le problème. Même s'ils sont organisés à l'échelle fédérale, ils seront forcément garantis par les budgets et par les impôts des citoyens des États. Et alors,
l'autre intérêt des eurobonds, et c'est là aussi où on a une asymétrie, c'est que ce qui se passe aujourd'hui pour des pays comme l'Italie ou l'Espagne, c'est une remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que face à la situation économique qui se dégrade, eh bien, l'Italie, par exemple, emprunte à des coûts de plus en plus élevés sur les marchés financiers, puisque les gens se mettent à douter de la capacité du pays ensuite à rembourser sa dette, vu que le PIB va s'effondrer et que la dette, elle, va exploser. Et donc, il est question, par cet instrument, que ce soit le MES ou des eurobonds, pour moi, ça ne change pas tant que ça, il est question d'emprunter à des taux plus faibles que ce qu'emprunte l'Italie, et donc, du coup, de permettre à l'Italie d'accéder à des taux d'intérêt plus faibles que ce qu'elle a aujourd'hui. Mais le problème, et c'est là qu'il faut bien réfléchir, c'est que cette situation est typique pour l'Italie, mais elle n'est pas vraie pour l'Allemagne ou la France. En Allemagne, les taux d'intérêt aujourd'hui sont négatifs, et en France, ils sont aussi négatifs ou quasiment égal à zéro. Et donc, les Français et les Allemands n'auraient aucun intérêt d'utiliser ces Corona Bonds, puisque ce sera de toute façon des emprunts à des taux d'intérêt qui seront peut-être proches de zéro, mais peut-être supérieurs à zéro. Donc là, c'est... Est-ce que ce n'est pas le principe de la solidarité, justement, d'accepter de s'endetter à plus cher pour ceux qui ont moins les moyens? Non, mais les États ne s'endetteront pas à 1% alors qu'ils peuvent s'endetter à 0%. Ça n'aurait juste aucune utilité pour eux et ça n'aurait même pas d'utilité pour les Italiens. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est garantir des taux d'intérêt à faible taux, enfin des emprunts à faible taux pour l'Italie ou l'Espagne. Donc, ça veut dire que les seuls qui bénéficieraient de ces eurobonds ou de ces Corona Bonds seraient forcément les pays dont les taux d'intérêt seraient supérieurs aux taux d'intérêt de l'outil d'emprunt. Mais il s'agira de toute façon des emprunts, et donc il faudra de toute façon rembourser. Donc, il s'agira d'augmenter la dette quoi qu'il arrive. Il n'est pas question, dans un cas d'outils qu'on a, de donner de l'argent à des pays qui en ont besoin. Et le principe même des Corona Bonds, c'est toujours des emprunts qui sont de toute façon remboursés par les pays qui en ont besoin. C'est la grosse différence avec un système fédéral qui emprunterait à l'échelle fédérale et qui redistribuerait cet argent à l'échelle nationale. Ça, ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de budget fédéral digne de ce nom en Europe. Chahine, je vous laisse réagir là-dessus. Est-ce que c'est une sorte de proposition par défaut, ces Corona Bonds? Non, alors on peut rentrer dans la plomberie si vous le souhaitez, mais je pense précisément que l'enjeu de ces Corona Bonds soit précisément qu'ils ne soient pas des émissions dont le seul but est au fond de réduire le coût d'emprunt à la marge des États membres en difficulté comme l'Italie, mais précisément de créer l'embryon d'un budget fédéral qui soit capable d'emprunter en commun contre des ressources communes avec des dépenses communes. Et donc là-dessus, je suis pas d'accord avec ce que David dit. Je pense qu'on peut tout à fait créer dans le budget européen ou en dehors du budget européen un instrument qui permette d'émettre, pourvu en effet, et là-dessus il a raison, qu'on accepte d'y allouer des ressources communes. Et ben voilà. Là-dessus, il est tout à fait envisageable, et ça a déjà été fait, d'attribuer un pourcentage de la TVA, une taxe carbone, les revenus de notre mécanisme de trading de droits à polluer, les droits de douane aux frontières de l'Europe. Il existe des ressources communes, on peut décider de les augmenter, on peut décider d'en attribuer de nouvelles, et c'est sur cette base-là, là-dessus il a raison, qu'on pourra créer un emprunt de nature fédérale avec des dépenses de nature fédérale. Et c'est là-dessus que la distinction est importante à rappeler, et c'est ça, à mon sens, qui distingue ce que serait le Corona Bond de ce qu'est aujourd'hui le mécanisme européen de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité fonctionne exactement comme David l'a décrit, en empruntant à des conditions à la marge plus avantageuses pour l'Italie, mais pas plus avantageuses pour la France ou pour l'Allemagne, et en effet créer une dette qu'ensuite l'Italie et les autres devront rembourser. Un emprunt fédéral comme le Corona Bond ne fonctionnerait pas de la même manière, puisqu'il engagerait des ressources communes, des dépenses communes, et ne créerait pas de nouvelles dettes pour l'Italie ensuite à rembourser. Donc là-dessus, il y a une différence fondamentale de fonctionnement. La question qui vient ensuite et que je vois venir de David, c'est est-ce que c'est possible
d'accepter la création d'un tel emprunt de nature fédérale quand on est si loin d'un fonctionnement fédéral de l'Union européenne. Moi, je pense que c'est par ce genre d'instrument qu'on peut créer l'embryon d'un fonctionnement fédéral de l'Union européenne, mais je suis d'accord que ça reste à démontrer. Non, mais moi, je suis absolument pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas créer un emprunt, on ne peut pas le financer sur les marchés financiers si on n'a pas une recette au préalable. Je veux dire, la recette ne peut pas venir après coup, sinon personne ne prêtera. Donc, il faut, au lieu de parler de Corona Bond, on devrait parler d'impôts européens ou de recettes fiscales européennes. C'est ça qui devrait être le débat. Et ensuite, on pourra faire des emprunts. Et pour l'instant, je ne vois pas d'idées spécifiques. Alors, j'ai bien entendu les idées de Chahine qui sont pertinentes, mais encore faut-il que le budget soit suffisant pour permettre d'emprunter. Et par ailleurs, il faut bien sûr, ça veut dire quand même qu'on taxe les activités économiques, qu'on taxe les citoyens européens, que ce soit par la TVA par exemple, c'est quand même un impôt sur la consommation, ou que ce soit sur des impôts sur les sociétés. Il faut donc trouver des recettes. Après se pose la question politique, parce qu'évidemment, quand on a des recettes fiscales, il faut un fisc, il faut, voilà, c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que dans ce cas-là, si c'est ça les Corona Bonds, pour moi, c'est pas demain la veille, parce qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur une taxe. On ne va pas le faire comme ça dans une réunion d'urgence. Alors, je crois qu'on pourrait continuer la discussion plus en détail, mais peut-être pour expliquer autre chose, je pense à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément familiers de toutes ces choses, les Corona Bonds, le MES, etc. On a dit aux gens, on explique dans les médias que la Banque Centrale Européenne fait déjà beaucoup. Elle porte elle-même à bout de bras en ce moment même. Là, c'est tout de suite, c'est pas un projet. La Banque Centrale Européenne soutient à bout de bras notamment les économies du Sud en évitant justement qu'il y ait une sorte d'envolée comme ça de leur coût d'emprunt sur les marchés financiers. Une question à vous deux, et on commencera par Chahine pour alterner la parole. Pourquoi est-ce que on cherche justement à travers votre débat d'autres outils que la BCE? Qu'est-ce que la BCE ne peut pas faire que d'autres outils feraient? Il me semble que c'est un petit point pédagogique qui est important à faire pour notre discussion. Non, c'est un point très important et qui d'ailleurs est très présent dans le débat italien. Aujourd'hui, les Italiens disent on veut ni de mécanisme européen de stabilité, ni en fait de Corona Bonds. On veut juste une banque centrale qui fasse ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle achète la dette italienne et qui permette de stabiliser les coûts d'emprunt italiens. Deux objections à ça. La première, c'est que même si la Banque centrale achète la dette italienne aujourd'hui et donc maintient les coûts d'emprunt italiens à des niveaux très faibles, ceci constitue toujours de la dette que l'Italie devra un jour rembourser. Elle devra la rembourser à la Banque centrale européenne, à part si la Banque centrale décide de maintenir cette politique d'achat ad infinitum et donc de maintenir un achat permanent de dette italienne. La deuxième objection que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale le fait dans une situation d'urgence, en plus en réponse à un faux pas de sa part au début de cette crise, et on n'est pas garanti que la Banque centrale européenne continuera d'être l'agent de la mutualisation et de la monétisation de la dette européenne qu'elle est aujourd'hui. Et donc moi, la grande inquiétude que j'ai, c'est que dans 6 mois ou dans 1 an, nos amis allemands ou néerlandais disent « mais attendez, nous, on a un désaccord profond avec la politique menée par la Banque centrale européenne aujourd'hui. On ne veut plus de politique d'achat aussi générale. » Et je pense qu'à ce moment-là, la question, notre incapacité à avoir construit un outil budgétaire de mutualisation de la dette sera cruellement manquant. Je suis d'accord aujourd'hui qu'on pourrait en fait se passer de tout ce dont on vient de dire. On pourrait se passer de mécanisme européen de stabilité, on pourrait se passer de Corona Bonds si on fait le pari que la Banque centrale peut faire ce qu'elle fait aujourd'hui pour toujours. Je pense que ça paraît risqué. David, vous êtes d'accord avec cette analyse? En partie, c'est-à-dire que de fait, on a géré la crise de l'euro avec des interventions de la Banque centrale. C'est ça qui finalement a mis fin à la spéculation sur les dettes. Ça fait quand même 10 ans. Voilà, et la Banque centrale n'a pas changé de politique. Là, elle l'accélère. En fait, elle est un peu obligée de faire ça puisque de fait, il n'y a pas d'instrument fédéral ni de solidarité européenne. Donc, c'est elle qui fait baisser les taux. Et de fait, ça permet à l'État italien d'emprunter. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas faite pour ça.
C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, et là je rejoins un peu ce qu'a dit Chahine, son objectif premier, c'est le maintien de l'euro. Évidemment, pour que l'euro puisse être maintenu dans le temps, il faut que les économies ne s'effondrent pas. Et donc là, de fait, elle en vient à soutenir les économies européennes, ce qui n'est pas son rôle premier. D'ailleurs, elle l'a dit plusieurs fois, il faut aussi de l'élément budgétaire, mais encore faut-il en avoir les marges de manœuvre. Donc, pour l'instant, c'est la seule entité fédérale qui fonctionne vraiment et qui, de fait, aide concrètement l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, et sans doute la France aussi. Et est-ce que c'est cet organe-là, est-ce que c'est la Banque centrale européenne, finalement, qui évite la décomposition de l'intégration européenne? Parce que vous êtes le co-auteur avec Aurélie Delhomme d'un livre qui s'appelait La fin de l'Union européenne. Bon, elle a tenu le choc de la crise de la zone euro. Là, beaucoup parlent de désintégration à nouveau à propos de la crise sanitaire, mais enfin, cette désintégration, à part le Brexit, on a un peu du mal à la voir se concrétiser. En tout cas, si on pense à un scénario d'éclatement apocalyptique, quoi. Notre livre, il date de 2017, mais il faisait un constat, c'est-à-dire un constat de désintégration de fait de l'Union européenne. Mais cette désintégration n'est pas forcément économique, elle est surtout politique. Et ce qu'on voit, ce qu'on a analysé, nous, c'est les effets du marché unique et de l'euro ont tendance à exacerber les rivalités plutôt que d'organiser de la solidarité. Et à partir du moment où un système crée de la rivalité, de fait, il est condamné. Voilà, l'argument, il est que celui-là. Chahine, un dernier mot de réaction et puis après on terminera avec Patricia. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que c'est aujourd'hui la Banque centrale européenne qui tient l'unité de la zone euro à bout de bras. Je pense cependant que c'est beaucoup lui demander et que c'est problématique d'avoir de fait une autorité monétaire, technocratique et indépendante qui organise à son compte la mutualisation de la dette et sa monétisation sans accord politique pour ce faire. Je pense qu'il y a un accord politique tacite et je pense que David a raison qu'en réalité, on aboutira à sans doute assez peu d'outils de mutualisation budgétaire, même en réponse à cette crise, et que ce sera de fait la Banque centrale européenne qui prendra à sa charge cette mutualisation. Je pense qu'il y a un coût démocratique à ça. Et un coût démocratique qu'on finira par payer. Je pense que ne pas accepter d'endosser politiquement ce qu'on laisse faire discrètement par sa banque centrale, c'est un signe de lâcheté politique qui nous coûtera. Je vous remercie en tout cas tous les deux. On est rentré un peu dans la tuyauterie, comme le disait Chahine, mais c'est aussi le luxe de cette émission de pouvoir entrer un peu comme ça dans le détail. Un dernier mot, Patricia, puisque donc toi tu travailles sur le Portugal, sur le champ politique portugais. On sait que au Parlement, António Costa, donc qui est un socialiste, a des soutiens auprès de la gauche radicale portugaise. Et l'équivalent des insoumis pour aller très très vite, hein. Mais eux justement ont développé une critique très forte de l'intégration européenne, une critique très forte de l'euro comme monnaie unique dont le Portugal serait victime. Comment voit-il la situation actuelle et cette difficulté de l'Union européenne à aboutir à de la solidarité autrement que par la politique d'une banque centrale qui effectivement maintient à flot la zone monétaire dont elle a la responsabilité? Je pense que la question qui se pose au Portugal, au-delà de tout cet aspect technique, c'est la question simple de la contrepartie. Parce que pour les Portugais, la contrepartie des aides européennes, ça a été l'austérité. Et le retour, si la récession devrait s'aggraver par un confinement qui tendrait à tenir sur la longueur, sur ce retour de cette austérité, ça c'est l'élément qui se pose et qu'a évoqué d'ailleurs Pedro Sanchez également. Après, sur le système politique portugais, et c'est là aussi où cette gauche était un peu inédite, c'est qu'on a par exemple un ministre des Finances qui est libéral, qui a pris la présidence de l'Europe. Et dans la coalition de la gauche, c'est une alliance parlementaire qui va du PS, qui passe par les communistes
et par le bloc de gauche. Et tant les communistes que ce bloc de gauche a vivement critiqué Bruxelles en dénonçant par exemple le chantage et en parlant même d'une position d'occupant, c'est-à-dire d'un droit de regard sur les mesures économiques adoptées par les pays. Et la crise financière, elle date de 2008, elle peut paraître un peu loin. C'est pas si lointain parce qu'en 2016 encore, l'Espagne et le Portugal étaient menacés de sanctions du fait d'un dérapage budgétaire. Et c'est pas une gauche lisse, il y a des désaccords, mais il y a aussi la possibilité de trouver un compromis. Et c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça soit Mario Centeno à la tête de l'Eurogroupe actuellement. Très bien, je te remercie également. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce plateau. Alors sur Mediapart et dans cette émission, on va bientôt suivre en détail l'actualité européenne autour du coronavirus. Et pour la suite de cette émission, j'annonce maintenant la séquence détente. On en a bien besoin. Après tout ça, elle est assurée par Blik Bassi, qui est un chanteur camerounais dont le dernier album s'appelle 1958. On l'avait chroniqué dans Mediapart, à la fois pour ses qualités musicales, mais aussi par l'hommage très politique qu'il adressait au leader indépendantiste Ruben Oum-Niobé, qui avait été assassiné par l'armée coloniale française cette année-là, 1958. Blik Bassi nous a fait le plaisir d'envoyer un message aux auditeurs d'Alerte Libre. Une version longue est à retrouver sur les réseaux sociaux. Là, on vous propose la version courte avec sa chanson Ngoa, et c'est à écouter maintenant. Pour terminer, je vais vous faire rapidement une chanson Ngoa qui est issue de mon dernier album 1958, un album que j'ai dédié entièrement à Ruben Oum-Niobé, Ernest Wandié, Félix Moumié, Ruben Oum-Niobé, qui est juste là, vous pouvez voir sa photo, et à tous les combattants camerounais qui sont battus pour la liberté de mon pays, pour que un jour nous puissions avoir un pays réellement indépendant. C'est toujours pas le cas. Ngoa. Ngoa, wenu pemes. Long yes ma povi Ngoyem nwe Ngoa Wenu beleres Mbungwes kisira Ngoyem nwe
Beskirium nilen Benana Mangangwes rini be itomo Benanam Beskirin kinganilen Mutani mamam Inale Mapire mamporol main machelmes Oh yeah. Oh Oh I know Oh yeah. Oh ni bela be ni bel ni long na ni choli be na long yes di be ni bel ni ba na when ni bel na ni choli ba when you Merci beaucoup de m'avoir invité, Mediapart. Merci. Et restez chez vous. En tout cas, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Vous avez toutes les consignes. Et j'espère que nous nous retrouvons très bientôt après cette période et que nous serons d'autres humains et que nous aurons changé. Même si elle est courte, pensez-y, pensons-y. À bientôt. Bye bye. Bon confinement et courage. Merci Fabien, bonjour à toutes et à tous. C'est le numéro 16 d'Alerte Libre et depuis 3 semaines, cette émission a donné la parole à celles et ceux qui subissent en première ligne les conséquences du coronavirus. On va continuer à le faire et on voulait vous encourager à continuer à témoigner évidemment sur la boîte mail d'Alerte Libre, alertelibre@mediapart.fr. Vous nous envoyez sur cette boîte beaucoup de messages, aussi beaucoup de remerciements. Merci infiniment. On ne répond pas forcément à tout, désolé, mais on les lit tous, soyez-en assurés. Je voulais profiter de ce petit moment pour vous encourager à témoigner sur cette boîte mail, particulièrement si vous avez des histoires à nous raconter sur la façon dont les jeunes enfants, les 16-20 ans et les personnes âgées vivent cette pandémie. On va consacrer plusieurs émissions à ces différentes générations. Également, si vous souffrez d'une affection longue durée, de diabète ou d'une situation qui vous rend plus fragile face au virus, envoyez-nous vos témoignages. On va consacrer des émissions à cela. On veut lire bien sûr vos témoignages sur le chômage partiel, sur l'artisanat, sur la vie au travail dans ce moment compliqué. Pareil, si vous vivez dans des territoires ruraux ou des quartiers populaires, il y a souvent un biais avec les appels à témoins. On reçoit pas mal de messages d'habitants des centres-villes, mais on veut aussi entendre vos histoires si vous vivez dans les quartiers populaires ou en territoire rural. Et puis, envoyez-nous, bien sûr, continuez à le faire, vos productions musicales et artistiques à condition qu'elles n'utilisent pas de musique enregistrée, parce que sinon les impitoyables algorithmes de Facebook et de YouTube nous empêchent de les diffuser tout simplement. Et puis racontez-nous aussi ce que vous faites localement, vos colères, vos moments de joie, vos espoirs, ce qui vous sauve en ce moment, ce qui vous intéresse. On a besoin d'entendre tout ça. Et ça nous donne des idées par ailleurs pour les émissions. Pour tout ça, donc, une seule adresse, alertelibre@mediapart.fr. On va passer maintenant à notre plateau du jour, donner la parole donc à des personnes qui sont souvent oubliées dans les médias par un peu tout le monde en fait, soit par des intérêts, par jugement moral parfois, ou cette idée qu'il y a toujours d'autres chats à fouetter, un argument qu'on entend souvent quand il s'agit de ne pas penser aux plus marginalisés d'entre nous. Eux, souvent des haines en l'occurrence, ce sont les travailleuses du sexe qui en temps normal sont déjà précarisées, victimes de violences, souvent d'exploitation, et qui se retrouvent en première ligne, une fois de plus, avec le coronavirus. Julien Sartre, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste pour Mediapart, tu m'as aidé à préparer cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter nos invités du jour ? Eh bien, volontiers, nous avons
Anaïs Delanclos, qui est porte-parole du syndicat du travail sexuel, le STRAS. Nous avons Giovanna Rincon, qui est directrice de l'association Acceptesté, qui défend les personnes transgenres, dont une partie ont des parcours de prostitution. Et nous avons aussi la chance d'avoir aujourd'hui Françoise Gilles, la présidente de l'association Bus des femmes, qui vient en aide sur le terrain aux travailleuses du sexe, et Laurence Fonsenbrock, députée de la majorité, La République en marche, de l'Allier, qui a alerté le gouvernement sur le sort des travailleurs du sexe dans cette crise sanitaire et qui pourra nous en parler. Donc, bonjour à toutes les quatre. Julien, d'abord, peux-tu nous dresser un rapide état des lieux? Oui, alors, l'état des lieux, il est assez terrible, il est difficile pour les personnes qui exercent cette profession. Il est très contrasté selon les personnes, selon les situations, selon les régions, selon les endroits. Mais globalement, l'impact de la crise sanitaire, du coronavirus sur les travailleuses du sexe est massif. Il y a d'abord les conséquences de la maladie, le confinement, les règles de circulation qui sont différentes, les gens qui sont empêchés de travailler, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi la maladie elle-même, les conséquences de la contamination, les conséquences sanitaires. Et ça nous amène tout ça ensemble à une situation humanitaire très délicate, avec concrètement des situations humaines difficiles, des gens des inégalités en fait qui ont été accentuées. On l'a raconté plusieurs fois sur Mediapart. La situation de personnes qui sont déjà en difficulté est accentuée, et c'est particulièrement vrai avec ces populations qui sont déjà en temps normal invisibilisées, marginalisées et mises de côté. Je commence avec vous, Françoise Gilles, sociologue et présidente de l'association Bus des femmes, qui vient en aide sur le terrain aux travailleuses du sexe. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que cette crise du Covid a changé pour les femmes auxquelles vous venez en aide habituellement? Alors, quelque part dans les esprits, ça n'a rien changé à leur stigmatisation. Elles savent depuis toujours, et quand on regarde l'histoire de la prostitution, on voit que les prostituées, travailleuses du sexe, mais bon, je conçois les deux appellations, mais en tout cas, dans l'histoire, c'est l'histoire de la prostitution. Elles ont toujours été les premières victimes des événements sociaux, des épidémies, etc. Et donc, elles sont conscientes de cet effet social. Et elles se sont, chez nous en tout cas, au Bus des femmes, elles se sont tout de suite adressées à leurs collègues les plus en difficulté. C'est-à-dire qu'on a presque une armée de femmes prostituées qui vont faire des apports alimentaires à celles qui sont le plus dans les difficultés. Et certaines sont sans un sou, sans logement, sans rien du tout. Donc voilà, pour nous, c'est pas surprenant qu'elles soient dans cette situation, vu la considération qu'on fait d'elles. Anaïs Delanclos, pour le STRAS, très concrètement, qu'est-ce que le virus, cette pandémie, a changé pour les travailleuses du sexe? Donc, à l'arrivée de la pandémie, il y a eu une baisse un peu de la clientèle. Ça n'a pas véritablement empêché de travailler, même s'il y avait une baisse quand même assez importante. Par contre, dès l'annonce du confinement, la très très grande majorité des travailleurs et des travailleuses du sexe a respecté le confinement, donc a arrêté de travailler. Et ce qui implique pour eux, en fait, pour nous toutes, c'est une absence totale de revenus du jour au lendemain. Alors, depuis la loi de 2016, notre situation était devenue tellement précaire que pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas la majorité, c'est devenu catastrophique. C'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui nous ont tout de suite contactés pour nous dire voilà, ça fait 2 jours, 3 jours que je n'ai pas mangé. Parce que ne pouvant pas travailler, ils ne pouvaient même pas s'acheter à manger. Des gens qui ont été mis à la rue tout de suite. Pour des tas de raisons. Parce qu'il y a des gens qui vivent au quotidien en hôtel, des hôtels qui ont fermé, donc qui ont mis dehors les gens, des personnes, sachant que dans le travail du sexe, il est difficile d'obtenir un bail locatif classique, beaucoup de personnes vivent en sous-location ou dans de l'habitation précaire et se sont retrouvées mis à la rue parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer.
Donc, véritablement une catastrophe sanitaire parce qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui n'ont pas de quoi manger, savent qu'ils vont perdre leur logement et bien sûr n'ont aucune confiance au système pour les aider. Alors la communauté s'est tout de suite mis en place, la solidarité, on l'a vu tout de suite, hein, des cagnottes se sont montées, les associations de terrain ont tout de suite mis en place des modes d'aide, que ce soit la distribution de colis alimentaires, de kits de sécurité, ou donner des petites sommes d'argent régulières pour que les gens puissent manger. Mais les associations de santé communautaire, étant pas soutenues généralement par le gouvernement, ont très peu de moyens. Donc notre action est très limitée pour le moment. Je vais passer à vous justement, Giovanna Rincon, pour Accept ST, donc qui représente les personnes transgenres, dont certaines sont des travailleuses du sexe. Mais je crois que vous avez vous-même très concrètement mis en place justement des réseaux de solidarité, notamment de distribution alimentaire. Est-ce que les personnes transgenres dont aussi il y a beaucoup de migrants dans la population qui est membre de l'Accept ST aussi, est-ce que les personnes transgenres de votre association ou que vous connaissez sont plus particulièrement touchées en ce moment, des personnes transgenres qui ont des parcours de prostitution ou sont travailleuses du sexe sont plus particulièrement touchées en ce moment? Tout d'abord, un grand merci à la députée qui a interpellé la secrétaire Marlène Schiappa. Oui, effectivement, quand une population telle que les personnes trans, avant le confinement, avait alerté Marlène Schiappa sur le fait que la transphobie était en train vraiment s'attaquer de plus en plus gravement à niveau social, à niveau des violences, les personnes transgenres, notamment celles qui doivent exercer la prostitution dans la rue. Je rappelle que, au passage, le corps de Jessica Sarmiento, qui a été à Boulogne le 21 février, est encore au service médico-judiciaire. Son corps n'a pas encore été inhumé. C'est aussi les conséquences du confinement et toutes les problématiques qui ont entraîné dans toutes les institutions aujourd'hui le Covid. Donc, effectivement, aujourd'hui, des cas qui ont entraîné Covid affectent particulièrement les personnes trans, migrantes, à savoir que ce sont des personnes qui sont isolées en France, qui n'ont pas de liens familiaux en France, et l'unique famille qui ont cette personne aujourd'hui, ce sont les associations telles que la nôtre. Je profite au passage pour rappeler que ce Covid pour les personnes trans a permis notamment des personnes trans nées jamais à la rencontre des associations pour multiples raisons sûrement personnelles. Aujourd'hui, la précarité des prêts, et notamment, on remarque une présence énorme des personnes trans. Nous-mêmes, on s'en doutait pas qu'il y avait autant de personnes trans à faire la prostitution, le travail du sexe par Internet. Et pour nous, c'est un truc qui nous parle beaucoup, à quel point c'est un public qui a intégré et normalisé la transphobie, qui a intégré aussi le fait que pour pouvoir subsister, finalement, il vaut mieux être invisible et qu'aujourd'hui, Covid, on va dire que l'unique côté positif qui a permis, c'est qu'on puisse travailler plus sur l'émancipation de cette notion de précarité pour lutter contre, mais aussi évidemment la notion des problématiques de santé. Je pense qu'au passage, ce qu'il faut rappeler, c'est que les personnes trans, notamment les femmes trans, sont largement touchées par le VIH, qu'il y a une file active des personnes suivies dans les hôpitaux référence à Paris et qu'aujourd'hui, le confinement a fait que il y a des grosses problématiques de suivi. Les traitements, a priori, peuvent continuer à être demandés à la pharmacie pour les gens qui n'ont plus en prescription. Mais tout ça, ça nous a
obliger aux associations, à nous, à CEPTST, de réinventer aussi toute notre méthodologie d'action, de renforcer la situation à travers le virtuel, le numérique, de nous approprier du numérique pour répondre de façon efficace et pour aussi aider les personnes trans qui aujourd'hui sont hospitalisées à cause du Covid. On va justement de l'impact de Covid qui est dans cette aussi très important. Justement, alors là, une fédération qui s'appelle Parapluie Rouge, qui regroupe diverses associations, dont le STRAS, CEPTST et d'autres, a lancé la semaine dernière un appel au président Macron, lui demandant la mise en place d'un fonds d'urgence pour justement pallier à ces difficultés extrêmes dont vous avez parlé. Appel, oui, donc soutenu par 12 députés de la majorité, dont vous, Laurence Vosnebronck, députée de l'Allier. Bonjour. Bonjour. Dans un courrier donc du 1er avril adressé à la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes plus exactement, Marlène Schiappa, qu'on va voir s'afficher, vous demandez une aide financière pour les travailleuses du sexe, notamment pour payer les chambres d'hôtel, le financement de produits de première nécessité, pour se protéger du virus, un fonds de soutien exceptionnel. Expliquez-nous. Eh bien, en fait, comme l'ont très bien expliqué donc Françoise Gilles, même de l'Enclos et Giovanna Rincon, la situation des travailleurs et des travailleuses du sexe est vraiment dramatique. C'est déjà des situations compliquées puisque ce sont souvent des personnes déjà précaires, mais là avec la nécessité d'observer les mesures de confinement et puis comme le disait Giovanna, certains propriétaires qui n'ont pas hésité assez rapidement à mettre à la rue ces travailleurs, voilà, on se retrouve effectivement dans des situations hyper compliquées. Alors là, en fait, l'idée c'est pas de refaire le match de 2016, de savoir si on doit comment dire ou non reconnaître le travail du sexe. C'est pas du tout là la question. La question là, c'est qu'il faut réagir face à cette urgence humanitaire. Parce qu'on sait, donc comme vous l'avez toutes décrit, il y a des pertes de revenus, un isolement aggravé, parce que c'est déjà un public particulier. Souvent, ce sont des personnes en situation irrégulière ou avec des situations personnelles très très compliquées. Donc après, voilà, moi ce qu'on a demandé donc avec une douzaine donc de mes collègues députés de la majorité, c'est d'aller un petit peu plus loin que certaines mesures qui ont été prises déjà par le gouvernement et qui vont dans le bon sens, notamment l'ordonnance du 25 mars 2020 qui est relative à la prolongation des droits sociaux. Mais alors le problème, c'est que c'est ce fonds qu'on appelle l'AFIS, qui est une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, est dédié normalement, à la sortie, en fait, pour accompagner les travailleurs et les travailleuses du sexe qui seraient dans un parcours de sortie de la prostitution. C'est ça, parce qu'on va rappeler en deux mots quand même. On sait très bien. On va rappeler en deux mots quand même justement qu'il y avait en 2016 une loi pour l'abolition, qui était destinée à limiter le système prostitutionnel et qui pénalisait les clients et avec des amendes et qui prévoyait une sorte de parcours de sortie de la prostitution qui ne compte pas un nombre énorme de personnes qui ont pris ce parcours, mais il y en a quand même eu 27 la première année, je crois un peu plus de 200 cette année, en 2019, et donc il y avait des crédits pour cela. Et donc les crédits dont vous parlez, il existe des crédits et vous demandez qu'ils soient utilisés en urgence pour venir en aide aux personnes qui sont affectées en ce moment par cette précarité accrue. Oui, parce qu'en fait, on a calculé et on a pu se rendre compte qu'en fait, il y avait une sous-consommation de ces crédits. Donc, ce fonds, depuis 2017, globalement, ce crédit par an nous a amené à une situation où cette année, par exemple, le crédit a été divisé par 2, 50% de l'enveloppe constatée en 2 ans. Enfin, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser ces fonds qui pourraient justement maintenant, en état de crise, servir justement à accompagner, alors sans parler même éventuellement de la sortie de la prostitution, puisque on sait que c'est le but du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces populations sortent de ces situations.
Mais en l'occurrence, là, c'est pas le propos, à mon avis. Là, il faut qu'on parte à l'urgence, à cette urgence humanitaire, et qu'on puisse justement utiliser ces millions d'euros qui sont alloués donc à ce fonds et qui ne sont pas vraiment consommés. Donc, et voilà, une des propositions, ce serait celle-ci, par exemple, d'utiliser justement la FIS, le fameux fonds d'aide financière, qui permettrait justement de tendre la main donc à ces populations qui sont vraiment dans des situations précaires, vraiment. Très, très, très difficile. Alors, il y a une réponse de votre courrier faite par la secrétaire d'État Marlène Schiappa hier. On va la voir s'afficher. Elle est assez étrange, cette réponse, quand même, et quand même assez problématique. La réponse de la secrétaire d'État est de vous dire il est très compliqué pour l'État d'indemniser une personne qui exerce une activité non déclarée telle que la prostitution. Autrement dit, la prostitution n'est pas légale, donc on ne peut pas aider ces gens. C'est un peu la réponse qui vous est faite quand même. Oui, mais en l'occurrence, on ne peut pas toujours, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable et attendre que les choses passent. Là, en l'occurrence, on a affaire à un public, on ne peut pas toujours laisser à la marge certaines personnes parce que justement, on les a marginalisées. Donc, je pense qu'il y a des fonds qui sont alloués justement pour ce secteur, pour la prostitution. Donc, c'est bien que le gouvernement a conscience que cette activité existe, qu'elle soit légale ou illégale, mais en l'occurrence, voilà, elle existe, et du coup, et de fait de cette position mitigée, légale, pas légale, on en parle pas, au final, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour justifier qu'on ne va pas sortir certains financements. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone le cabinet de Madame Schiappa qui commençait à vouloir rejeter la faute sur d'autres ministères, et voilà, je pense qu'on doit chacun dans sa position faire ce qu'on a à faire, et je pense que le secrétariat d'État dont est à la tête Madame Schiappa doit prendre en compte cette population et prendre en considération le fait que la FIS est sous-consommée, enfin le fonds d'aide financier est sous-consommé, et qu'il faut absolument s'en servir justement pour parer aux différents besoins de logement, alimentaire, sanitaire, devant ces problèmes devant lesquels se retrouvent donc ces populations à risque. Julien Sartre, que ce matin, à nouveau, tu as eu le cabinet de Marlène Schiappa. Quelle est la réponse du cabinet ce matin ? Oui, effectivement, j'ai eu le cabinet de Marlène Schiappa au téléphone ce matin, et leur réponse a été assez lapidaire, assez courte, assez sèche, et de toute façon, en fait, très clairement, ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'ils avaient l'expression de la ministre, l'expression de Marlène Schiappa se limiterait à cette réponse dont on a parlé, qui a été faite aux parlementaires. Et c'est une fin de non-recevoir. Et puis, il y a une autre partie de la réponse qui m'a été fournie qui est gênante, qui est assez inquiétante, qui consiste à dire que Marlène Schiappa donc, ne s'exprimera plus sur le sujet, notamment parce qu'elle est préoccupée, tout entière consacrée à la lutte contre les violences conjugales que subissent les femmes. Et c'est une réponse qui est inquiétante et qui est terrible parce que, d'abord, elle préjuge d'un moindre intérêt de cette cause et de la situation humanitaire des travailleuses du sexe à l'heure de cette crise, ce qui n'est pas évident, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, on pourrait même considérer que cette réponse consiste à opposer des souffrances, à les mettre en compétition, voire à opposer des femmes entre elles. Ouais. Qu'est-ce que Françoise Gilles, vous m'entendez ? Quelle est votre réaction à cette réponse du secrétariat d'État qui dit, voilà, moi, la secrétaire d'État... Que ce sont des gens qui sont enfermés par une idéologie. Parce que, alors, je reprends Madame la députée, c'est légal, c'est pas légal. La prostitution est tout à fait légale. Il n'y a aucune mention dans la Constitution ou dans quelque loi que ce soit qui interdit la prostitution. Mais l'interprétation de ce qu'avait répondu l'État, en fait. Non, c'était pas mon opinion à moi. J'étais en train de dire que c'était une espèce de position un peu... Je n'ai pas dit que c'était votre opinion. Je dis que on est dans une législation complètement schizophrénique. La prostitution est tout à fait légale, mais on l'interdit soit en pénalisant les femmes,
en 2003, soit en pénalisant les clients. Et on est dans une situation complètement ubuesque d'un point de vue juridique. La réponse que vous pouvez faire, Anaïs Delenclos, pour le STRAS, sur justement cette réponse du gouvernement. Je trouve que la réponse du gouvernement est assez indigne, puisqu'elle consiste à dire qu'il y a des souffrances qui méritent plus que d'autres d'être traitées. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie des souffrances et que la souffrance des travailleuses du sexe en ce moment est aussi à prendre en considération, et que par ailleurs, quand une personnalité du gouvernement me dit que c'est très compliqué, j'ai envie de lui dire que si son travail est trop compliqué, peut-être qu'il faut qu'elle envisage une sortie de la politique et de laisser sa place à quelqu'un de compétent qui saura faire son travail. Est-ce que Giovanna là-dessus, quelle pourrait être, quelle réponse vous faites justement à ce qui est pour l'instant un refus du gouvernement? Oui, pour moi, la réponse de Marlène Schiappa, c'est pas vraiment une réponse étonnante. On est déjà habitué à lire les copier-coller qu'elle fait toujours, et c'est toujours la même rhétorique. Une rhétorique qui traduit très très bien la méconnaissance qu'elle a aujourd'hui sur le sujet. Surtout, évidemment, elle est enfermée uniquement sur un alibi qu'elle utilise, soi-disant. Elle est très occupée à lutter contre les violences intraconjugales, les violences faites aux femmes, mais ça lui permet de se dédouaner de ses responsabilités vis-à-vis d'une question qui relève d'une attention très importante sur le plan humain, mais aussi sur le plan de la santé publique. Moi, je pense que c'est très irresponsable, et cette responsabilité traduit très bien la responsabilité et l'incompétence de l'État pour gérer actuellement l'urgence de Covid. Et pour moi, Marlène Schiappa est responsable aujourd'hui de l'incidence et la prévalence du Covid auprès d'une population de travailleuses du sexe qui va être obligée par la force des choses à reprendre le travail petit à petit. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui des clients qui sont enfermés tout seuls et qui commencent à faire appel pour que les personnes se déplacent à leur domicile. Ils sont prêts à payer cher. Et ce prix, c'est aussi l'État qui va le payer cher en termes de vraiment contamination et de transmission du Covid et des vies humaines. Et ça va encore augmenter la problématique aujourd'hui. Donc, pour moi, ça traduit très bien Marlène Schiappa à quel point il est irresponsable, il utilise la réponse qu'il donne juste pour se dédouaner de ses responsabilités. Et moi, je lui ai fait un appel urgent à lui dire que nous ne pouvons pas continuer à faire son travail. Et si nous, avec le fonds qui, Madame la députée Laurence vient de dire, ce fonds, il existe, c'est tout à fait normal qu'il débloque ce fonds. Elle ne peut pas entraver la distribution des fonds où il y a besoin à appliquer ce fonds. Ça veut dire que donc, non seulement elle fait du monopole de la parole sur le sujet, mais en plus, elle fait du monopole et elle entrave la distribution des fonds publics. Ces fonds ne lui appartiennent pas à Marlène Schiappa. Et il faut qu'elle soit responsable, qu'il vienne à la rencontre, qu'il entend le travail reconnu par l'État même, par les agents régionaux de santé, sur le plan de l'accompagnement aujourd'hui sous l'urgence du Covid. Et un rappel au secrétariat de Marlène Schiappa pour lui dire il faut arrêter votre rhétorique, ça ne tient plus la route. Il faut que vous présentiez aussi le rapport qui a été déposé au Premier ministre en octobre dernier, dont on ne connaît pas le résultat. Donc, c'est tellement évident que la loi du 2016 est complètement inefficace, elle est une loi qui répond seulement à une précarité et une invisibilisation de leurs problématiques, et que face au Covid, nous exigeons que ce rapport soit aussi présenté urgemment et qu'on ne va pas attendre des réponses de sa part. Nous sommes en train de travailler sur le terrain et nous allons avoir des données très fines pour démontrer à quel point aujourd'hui il y a une incidence très importante du Covid sur la population travailleuse du sexe, et que nous, on va dénoncer publiquement autant que les autres vont faire après le confinement. Merci, en tout cas, je crois le message est bien passé. Un message pour que les choses avancent justement à vous, Laurence Vosnebrock, députée de l'Aile, députée de la majorité. Vous avez alerté sur cette question, il y a une fin de non-recevoir dont on a parlé du gouvernement à ce stade.
quelles peuvent être les étapes suivantes? Ah mais de toute façon, évidemment, je répondrai donc à Marlène Schiappa, enfin, dans la ligne de tout ce qui a été dit là aujourd'hui, parce que en fait, ce que les unes et les autres ont exprimé correspond tout à fait à ma façon de voir les choses, d'autant que si on veut vraiment parler de ce fond, c'est quand même quelque chose qui, au départ, sert normalement à sortir de la prostitution. Mais, en l'occurrence, comme vous le disiez tout à l'heure, ça touche en 2019, ça a touché environ 220 personnes. Alors qu'on sait très bien qu'en France, on est à peu près sur une population de travailleurs du sexe et de travailleurs et de travailleuses du sexe à environ 60 000 personnes. Donc ça veut dire que ce fonds, finalement, ne sert qu'à très peu de personnes. Et voilà, c'est comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faudrait justement utiliser cette ressource. Pourquoi ne pas utiliser cette ressource pour justement subvenir à l'urgence humanitaire qu'on rencontre actuellement? Merci à tous. Le message est passé, on l'espère, et on continuera à suivre ce sujet dans Mediapart. Merci à toutes les quatre. Merci Julien Sartre. On va donner les contacts pour vous joindre et vous aider collectivement dans cette période extrêmement difficile. D'abord, le STRAS a lancé une cagnotte pour les travailleuses du sexe pendant cette période du Covid. Son lien s'affiche, voilà, on le voit, on voit le site du STRAS et puis on voit le lien de la cagnotte. Il y a également une adresse en cas de violence qui est importante à rappeler, hein, c'est violence au pluriel @stras-syndicat.org. Giovanna Rincon, on va donner le site également d'Accept-ST, il va s'afficher. Voilà, avec les permanences. Et sur ce site, je crois qu'on peut participer aussi au FAST, qui est un fonds d'action sociale, le fonds d'action sociale trans. Oui. Voilà, qui vient d'être lancé en partenariat notamment avec le comédien Océan, un peu pour la visibilité, et qui vient d'être lancé. Et je crois qu'on peut vous donner de l'argent directement sur ce lien. Et puis vous organisez donc un certain nombre de distributions alimentaires. Et là, j'imagine que les gens peuvent vous contacter pour ça. Effectivement, oui, à tout moment. Exactement, et il y a tous les liens sur votre site. Et puis, Françoise Gilles, on va donner l'adresse de contact du Bus des femmes, voilà, sur le site busdesfemmes.org, et les informations sont également sur le site. Merci beaucoup à tout le monde pour cette discussion très importante qu'encore une fois, on va suivre sur Mediapart. Merci à Christophe Gueugnot qui nous aide aussi à préparer cette émission. Et on va maintenant regarder la petite chronique quotidienne d'Usul et Cotentin, les confinautes. Ils explorent le web et cherchent un petit peu à comprendre ce que ce moment si particulier inspire aux internautes. On regarde. Tu m'entends? Ouais, t'as vu, les gens ils ont réagi hier sur l'autocuiseur. Quel autocuiseur? Bah celui que j'avais posé derrière moi sur mon lit là pour faire parler les cons. Quoi? J'ai même pas vu au montage. Bah non, c'était pour les cons, pour qu'ils se demandent pourquoi c'est là. Mais c'est quoi l'intérêt? Ça a aucun intérêt. Non mais t'as raison, de toute façon j'allais pas le refaire. Une question remue les réseaux sociaux en ce moment. Peut-on rire du Covid-19 de Boris Johnson? Moi je suis sur la ligne, bien fait pour sa gueule. Bah en même temps c'est l'esprit Charlie, tout ça quoi. Oui, mais faut qu'on soit pas d'accord. Parce que faut que tu apportes de la nuance, tout ça, parce que moi je veux pas être politiquement correct, donc faut que tu... Ok, faut que je fasse la bien-pensance de droite en fait. Boris Johnson, qui faisait le malin, qui serrait les paluches à tout le monde, a été rattrapé par le coronavirus. Personnellement, c'est un twist que j'ai apprécié. D'ailleurs, c'est pas le seul à avoir fait le malin. Trump avait fait pareil, Bolsonaro aussi. Oui, c'est ça. Ils ont dédramatisé l'épidémie pour envoyer les travailleurs continuer à maintenir les profits de leurs amis millionnaires, quitte à ce qu'ils crèvent. Donc voilà, moi je suis désolé. Ah, si, il y a Carla Bruni aussi qui s'est moquée. Attends, parce que je sens qu'on va glisser très vite. Tu veux pas qu'on regarde la vidéo des pandas qui baissent plutôt là? Non, moi je m'en fous des pandas, je veux qu'on s'énerve aujourd'hui. Je veux énerver les gens. Regardez Carla Bruni comme elle est énervante. C'est dingue. Parce qu'on est de la vieille génération. On a peur de rien, on n'est pas féministe, on craint pas le coronavirus. Et là on voit l'arrogance, la légèreté, l'inconséquence d'une élite qui se dit « Oui, des gens vont mourir, mais ça peut pas être moi. » Regardez Boris Johnson là. Many more families are going to lose loved ones before their time. Alors ça veut dire quoi dans leur tête? Ça veut dire oui, il y a des gens qui vont mourir, mais ça va être des SDF, des pauvres, des vieux, des précaires, pas eux quoi. Carla Bruni Sarkozy en mode rebelle. Alors je vais faire un truc, regarde.
Alors quand Boris Johnson se retrouve en soins intensifs, je suis désolé, mais se foutre de sa gueule, c'est la moindre des politesses. Attends, parce que moi je dois nuancer ton propos, donc je t'ai fait une compile d'arguments politiquement corrects de droite. Tout de même, il s'agit d'un père de famille. On peut être en désaccord avec lui, mais si on n'aime pas quelqu'un, il faut le combattre sur le terrain des idées. Mais il n'y a pas de terrain des idées, il y a des rapports de production, il y a des corps engagés dans ces rapports de production, les idées c'est un truc de bourgeois, je suis désolé mais je vais citer Marx. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants. Elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante, autrement dit, ce sont les idées de sa domination. Ah ouais, c'est beaucoup plus clair tout de suite. Hein. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idées, ces gens-là ils défendent pas des idées, ils défendent leur place, ils défendent leur droit à bouffer au chaud des bons trucs pendant que des pauvres vont crever au taf toute l'année. Ouais mais attends, parce que moi j'ai un autre argument de droite. Oui, mais Boris Johnson il est capable de citer 2 têtes, l'Iliade en grec ancien. Lussomenos tithugatra, feron taparesia poina, skeptra tekonen cursin, hekibolo apollonos. Ah, je savais pas. Ah bah ça change tout. Ah oui, alors en effet, sa vie vaut plus que celle d'un employé Amazon, Carrefour ou d'un soignant, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Voilà, donc apprenez vite le grec ancien si vous voulez qu'on vous respecte les gens. Si vis pacem parabellum. Non, c'est du latin ça. Ah bah tu vois, bah voilà, moi ma vie elle vaut rien. Respecter toutes les vies, y compris celles de ceux qui n'ont pas fait prépa-lettres, mais qui ont fait préparateur de commandes, bah ça veut dire par exemple demander l'arrêt des productions non essentielles. Mais attends, parce que Muriel Pénicaud, elle a dit qu'on pouvait pas savoir ce qui était essentiel ou pas. Eh bah si elle peut pas savoir, qu'on la dégage cette truffe. Martinez, lui, il sait. Les travailleurs, ils savent. D'ailleurs, Martinez a demandé au nom de la CGT l'arrêt des productions non essentielles. La CGT a d'ailleurs signé une tribune avec plein d'autres orgas. Attac, l'UNEF, l'Union syndicale solidaire, Oxfam. Bref, c'est la première fois que des syndicats et des assos produisent un texte commun d'une telle ambition. La pétition s'appelle Plus jamais ça, elle demande des réquisitions, un renforcement des services publics, une véritable redistribution des richesses. C'est vraiment une initiative super importante et d'ailleurs vous pouvez aller signer la pétition sur le site france.attac.org. Ouais. Non, faut que toi tu me contredises, faut que tu dises des trucs de droite pour apporter de la nuance, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, des réquisitions, mais c'est l'URSS. On commence par redistribuer les richesses et puis on finit par la dictature du prolétariat, par envoyer des chiens dans l'espace. Bah, c'est bien ça, la dictature du prolétariat. Allez, on souhaite quand même un bon rétablissement à Boris Johnson. Non. Bon bah non du coup. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Merci à Usul et Cotentin et merci à toi Mathieu. Merci, bonne soirée. À l'air libre, c'est l'émission quotidienne de Mediapart. Il y a donc un nouveau numéro demain. Je rappelle que tous les numéros depuis le début sont disponibles en accès libre sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Pour le reste, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. À Mediapart, comme vous le savez, notre existence, notre indépendance ne repose que sur nos abonnés. Je rappelle une dernière fois l'adresse pour nous contacter pour cette émission à l'air libre@mediapart.fr et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à toi l'infirmière, merci à toi la caissière, merci à toi la boulangère, merci à toi la pharmacienne, merci aux agents d'entretien, merci aux agents des EHPAD, merci à toi l'enseignante, merci aussi aux aides-soignantes, merci à vous les pompiers, merci à toi l'ambulancier, merci à vous les postiers, merci aussi aux facteurs, merci à vous les livreurs, merci à toi les boueurs, merci à vous les conducteurs, merci à tous les médecins, merci à toi le blanchisseur, merci aussi aux cheminots, merci à toi l'ouvrière, merci à toi l'ouvrier, merci à toi la psychiatre, merci à toi l'éducatrice, merci à toi l'urgentiste, merci aussi l'anesthésiste, merci à toutes les soignantes, merci à tous les soignants, merci à tous les militants, merci à toutes les bénévoles, merci à toi syndicaliste, merci à toi journaliste, merci aux lanceurs d'alerte, merci aussi à Mediapart, merci à toi mon frère, merci à toi qui es vénère, merci à